Donc, comme tout le monde, j'étais dans mon coin à faire mes services d'une manière traditionnelle jusqu'à ce monsieur qui débarque et qui me parle de microservices. Donc en gros, les microservices ont apparu tout simplement pour répondre à des questions qui nous préoccupent. C'est comment accélérer le développement, comment mieux accompagner le changement, comment réduire le time to market. Je peux te dire, en gros, si entre l'idée et la mise en production, ça nous prend des mois, voire des années, je pense qu'on est concerné par ça. Ou si juste on se pose des questions au moment de la mise en production, de dire à quoi bon sert cette mise en production, c'est quoi le service qu'on va déployer. Je pense qu'on est aussi là, plein dedans. Donc c'est pour ça je pense qu'il faut aller vers les microservices. Mais techniquement parlant, c'est quoi les microservices? C'est tout simplement construire une application d'entreprise sous forme de petits composants appelés microservices. Chaque microservice, il est autonome et il a une fonctionnalité bien délimitée. Et de sorte à ce que la mise à jour de ce microservice ne doit pas impacter les autres. Et on peut aussi imaginer, si on a une forte charge ou un pic, on peut dupliquer facilement le microservice ou le scaler pour avoir un meilleur temps de réponse. Donc, comme je vous ai dit, je faisais mes services dans mon coin. C'est des services d'intégration Camel. Je ne sais pas qui a fait du Camel avant. Parfait. Ah, ça fait plaisir. OK. Donc voilà, je faisais mes services d'intégration Camel, mais avant, je présente c'est quoi Camel. Donc Camel, c'est un framework d'intégration open source qui implémente ce qu'on appelle les Enterprise Integration Patterns. Pourquoi utiliser tout simplement Apache Camel? Parce qu'il permet de faire tout ce qui est routage et médiation. Il implémente ce qu'on appelle les Enterprise Integration Patterns. Il a ce qu'on appelle le DSL, c'est-à-dire on peut développer nos services, que ce soit avec du Groovy, Scala, Java ou même du XML tout pur. Et il a autour de 200 composants. Il a autour de 350 convertisseurs. Par exemple, si on voudrait juste convertir de string à byte, il a par exemple un convertisseur qui permet de faire ça. Il est très léger, il fait un 3,3 MB avec 1,4 de dépendance. Il est testable, il a un kit de test qui permet de tester tout ce qu'on développe. Et pareil, le même test, il permet de tester les fonctionnalités internes d'Apache Camel. On est autour de 16 000 tests pour l'instant. Il est facilement configurable, on va voir ça dans une démo. C'est juste autour de 4 lignes XML, on peut faire déjà un petit service facilement. Et derrière, il y a une grande communauté qui ont rendu Camel de facto le standard en intégration. Donc, je vous invite à l'utiliser, vous allez voir. Donc, je faisais mon service dans mon coin tranquillement et je me suis dit, comment je pourrais le promouvoir en microservice. Certes, je peux faire une fonctionnalité bien délimitée, mais après, pour aller vers les microservices, pour le promouvoir, il faut que je prenne compte de tous ces aspects. Que ce soit la résilience, le load balancing, la scalabilité, la discovery, le tracing, le login. Ça fait toute une liste, ça fait beaucoup. Donc je me suis dit, j'aurais certainement besoin d'aide pour réaliser ça. Et en même temps, mon but, c'était de ne pas s'éloigner de mon corps métier, qui est de faire le service d'intégration. Je n'ai pas voulu vraiment aller être expert dans Docker ou Kubernetes ou autre chose. Donc je me suis dit, je reste focalisé sur ce que je fais et je cherche quelque chose qui peut m'aider pour réaliser le but qui est mon microservice. Donc pour cela, j'ai fait appel à un allié de taille qui s'appelle Fabricate. Je ne vais pas le définir, je vais me contenter tout simplement de sa devise. Donc, let's develop microservices faster and have fun. Donc, face à une telle promesse, je me suis dit, c'est bon, donc je verrai qu'est-ce qui peut vraiment m'apporter par rapport à ça, par rapport à mon objectif. Et du coup, on verra à fur et à mesure qu'est-ce qui peut m'apporter. Donc, la première chose que j'ai voulu faire, c'est commencer par l'embarquer dans un conteneur.
en l'embarquant dans un conteneur, on bénéficie tout simplement de l'isolation de l'environnement, de la portabilité, la scalabilité. On est compatible avec les solutions cloud, que ce soit hybride, public ou privé. Donc je me suis dit, je vais commencer par celle-là. Donc je vais faire une petite démo maintenant. Je vais commencer par le service que j'ai et je vais le mettre sur, je vais tout simplement le dockeriser. Je vais l'embarquer dans un conteneur. Et pour cela, il y a Fabricate qui me donne tout simplement une commande qui s'appelle Fabricate Build et il fera le travail à ma place. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai un projet Maven sur ma machine. J'ai un fichier qui s'appelle rest.xml ici. Vous voyez, j'agrandis un peu. Donc là, dans ce fichier rest.xml, je définis toutes les endpoints REST que j'ai, tous les API. Donc par exemple ici, j'ai get URI persons, person ID. Et une fois on invoque ce REST endpoint, ça me renvoie directement ici. Et je vais loguer un message et je vais renvoyer tout simplement ce message-là comme réponse. Donc dans le projet que j'ai, donc dans le pom.xml, j'ai rajouté tout simplement cette partie-là, ce plugin de Fabricate. Fabricate Maven plugin. Et c'est avec celle-là que je vais utiliser les commandes Maven dont je vous ai parlé. Donc là, je vais faire Maven Fabricate Build. Je vais rajouter juste un autre argument que j'expliquerai par la suite. Donc, comme vous pouvez voir ici, il a créé un tar. Là, il a tout simplement créé une image pour moi. Et il a tagué. Donc, j'ai juste à faire docker run. Et j'utilise l'image qu'il a créée pour moi. Donc là, on a vu qu'il a démarré mon microservice avec Apache Camel à l'intérieur. Et mon REST endpoint, il est défini ici, avec l'opération get. Donc, on va voir réellement ce qu'il a fait derrière. Donc, je vais aller dans voir ce tar qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, il a créé un Dockerfile à ma place. Donc voilà, ça colère. Donc il a fait from fabricate, env, le Java, il a exposé des ports et il a copié ce répertoire Maven où j'ai mon jar exécutable. Donc le fait que je l'ai embarqué dans un conteneur, donc je me suis dit, voilà, donc j'ai réalisé la première tâche qui est de l'embarquer dans un conteneur. Mais je me suis dit, je peux aller plus loin. Donc je peux aller à Kubernetes ou OpenShift. C'est quoi OpenShift? C'est tout simplement, imaginons que nous avons plusieurs conteneurs. La question qui se pose, c'est comment je peux gérer leur lifecycle, comment je peux les connecter. Et pour cela, il y a le projet communautaire de Google Kubernetes qui se positionne dans ce besoin-là. Mais si on rajoute comment je peux construire, déployer et exécuter mes applications ou mes microservices en conteneur, là, j'arrive à la définition d'OpenShift. OpenShift, c'est un PaaS privé qui est basé sur Docker et Kubernetes et qui permet de construire, déployer et exécuter les applications dans des conteneurs. Comment ça marche OpenShift? Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux grands composants majeurs qui s'appellent Master et Node. Pareil ici. Donc Master, il s'occupe de recevoir toutes les requêtes API, donc que ce soit de la web console ou du client OpenShift.
où il permet aussi de builder les images, de les déployer dans des conteneurs. Il permet de faire de la résilience avec le replication controller qu'il a ici. Et les nodes, ils permettent d'héberger les pods. Les pods, à l'intérieur, c'est des conteneurs. C'est une nomenclature qu'on a dans OpenShift qui s'appelle pod. Donc c'est des conteneurs à l'intérieur. Donc si je reviens encore une fois à mon service, donc je l'ai embarqué dans un conteneur, maintenant je vais le déployer dans OpenShift. Donc si je voudrais bien le déployer, c'est pour vraiment atteindre les autres objectifs que j'ai mis tout à l'heure. Et pareil pour cela, j'ai Fabricate qui m'offre plusieurs commandes. Donc j'ai Fabricate Cluster Start. Celle-là, c'est tout simplement, si je n'ai pas un environnement en local chez moi pour avoir Kubernetes ou OpenShift, avec cette commande, il va me créer tout simplement un environnement sur ma machine avec une instance OpenShift ou une instance Kubernetes. C'est un choix. Après, on a Fabricate Deploy, c'est pour pouvoir le déployer dans OpenShift. On a Fabricate Log, ça permet à la fois de déployer. Donc, une fois l'instance est déployée, je peux directement afficher la log de mon conteneur, juste avec cette commande. Start, c'est pour le démarrer. Stop, c'est pour l'arrêter. Debug, ce qui est pas mal avec ça aussi, je peux déployer mon microservice en mode debug dans un conteneur et je peux le débugger directement dans mon IDE, que ce soit IntelliJ ou Eclipse. Donc je vais commencer par le déployer là dans OpenShift. J'ai un OpenShift dans local. Voilà, c'est une version mini d'OpenShift. Ça permet de déployer une instance, ça permet de déployer un cluster OpenShift pour des fins de développement. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler WebToday. Et dedans, je vais déployer mon microservice. Et pour cela, je vais faire Maven Fabricate Deploy et je rajoute Maven Fabricate Log. Donc en gros, je lui demande à la fois de déployer et de m'afficher directement la log de mon microservice. Je vais lancer juste la console avant, comme ça on aura une autre vue. Donc voilà le projet que j'ai créé, c'est le WebToday, tout en bas. Là, il est vide parce qu'il n'y a rien de déployé dedans. Donc là, je vais faire Maven Fabricate Deploy, Fabricate Log. Donc Fabricate Deploy, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, elle détecte que j'ai un OpenShift qui est installé ici, que j'ai un OpenShift en local, que j'ai un projet WebToday pour lequel je suis connecté. Il va créer... Voilà, là, il a détecté que ma plateforme, c'est un OpenShift, que mon projet, c'est WebToday, et il a créé tous les services, les images, le déploiement de config, route, tout ce qu'il faut pour que mon microservice soit déployé directement dans OpenShift. Et là, j'ai la log de mon microservice qui démarre. Celle qu'on a vue tout à l'heure, la même dans Docker. Donc voilà, là il a démarré. Et j'ai mon rest endpoint qui est démarré aussi. Là. Donc au niveau de la web console, maintenant on voit bien qu'on a un conteneur qui est démarré et qu'il est en mode running. Donc si je l'ai déployé dans OpenShift, il y a bien une raison tout simplement. Donc par exemple la première c'est la résilience. Donc il y a le replication controller qui permet de veiller à ce que les pods soient toujours running, en mode running. Donc s'il lui arrive quoi que ce soit, donc imaginons par exemple il a pas de CPU, il n'y a plus de disque, il y a quelque chose qui arrive vraiment à mon microservice où il a pris feu tout simplement, un out of memory. À ce moment-là, donc le replication controller, il va le déprécier, il va supprimer ce conteneur, il va créer un autre. Et ça, il le fait suite à deux probes, liveness et readness probe. Liveness, c'est pour voir s'il est alive et s'il est vivant. Et le readness, c'est il demande au microservice sa santé, s'il est toujours up ou pas. Donc, si un des deux ne répond pas, donc c'est comme ça qu'il va savoir que le pod il est plus fonctionnel, et il va recréer un autre.
Donc je vais faire une petite démo rapidement. Donc ce que je fais faire, c'est je vais tout simplement j'ai conteneur, je vais le faire en haut, désolé. Donc j'ai ce conteneur qui est démarré, je vais tout simplement le supprimer. Et on voit très bien que sur le champ, le replication controller, il a détecté que j'ai un pod qui n'est plus fonctionnel et il a recréé directement un autre. Et là, maintenant, c'est le nouveau conteneur qui le démarre. Il est encore pas ready tout simplement parce que le conteneur, il est là, il est démarré, mais mon microservice qui est dedans, il n'est pas encore démarré. Donc il attend il affiche pas réellement le ready, le statut ready, tant que mon microservice qui est à l'intérieur, il n'est pas démarré. Donc une fois qu'il va être démarré, voilà, il passe en mode running. Donc là, je peux voir en quoi j'ai une autre. Voilà, j'ai un autre conteneur qui n'a pas le même nom que l'ancien. C'est un nouveau. Donc là, j'ai fait un test pour tout ce qui est résilience. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc une fois qu'il lui arrive quoi que ce soit, il crée un autre. Et là, pour tout ce qui est élasticité, discovery, load balancing ou scalabilité, pareil. Donc avec les microservices, on est amené pas mal de fois à faire beaucoup de mises à jour. Donc où on est confronté tout simplement à des fortes de charge au pic et on est obligé de dupliquer facilement ou de scaler rapidement le conteneur qu'on a. Donc dans OpenShift, c'est facile, on a juste à changer les réplicas, le nombre de réplicas, il va me créer directement, il va me dupliquer deux conteneurs de plus. Si je lui demandais 3, il va me créer 2 de plus. Et le load balancing, donc les deux conteneurs qui vont se rajouter, ils vont être directement découverts par le service, ils vont s'enregistrer sur le même service, et mes requêtes qui rentrent, ils vont directement être dispatchées vers les 3 conteneurs automatiquement. Donc il y aura de la discovery, il y aura du load balancing et de la scalabilité automatique. Donc on fera un petit test du coup. Donc là, j'ai tout en bas. Donc j'ai une requête, donc j'ai un curl qui requête tout le temps mon REST endpoint et il m'affiche la réponse ici. Donc là, la requête, j'invoque mon REST endpoint en lui passant Abel comme argument et là il me dit hey, Abel, donc c'est la réponse qu'on a vue dans le microservice. Donc là, je vais lui demander, donc si je vois le service. Donc j'ai un service qui s'appelle Kamal Spring Boot Web Today. Je vais lui demander combien il a d'endpoints maintenant. Donc il a un seul endpoint, c'est celui-là. C'est l'adresse IP du conteneur qui est active maintenant. Et là, si je vais lui demander de faire 3 conteneurs. Donc pour le scaler. Donc voilà, on voit directement qu'il a reçu l'ordre comme quoi il doit dupliquer mon conteneur en 3 fois. Donc là, le premier, celui-là est déjà ready et les autres, ils attendent qu'il démarre. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir directement que ma requête maintenant, tout en bas ici, ma requête elle est traitée pour l'instant qu'avec le premier conteneur. Mais une fois les autres, ils vont démarrer, on va voir que le dispatching sera fait directement d'une manière automatique. S'il veut bien démarrer. Donc voilà, là il a démarré. Donc là, j'ai 3 conteneurs. Et je vois très bien ici que la référence, elle change à chaque fois. Allez, voilà. Donc à chaque fois, c'est une référence d'un conteneur. Donc ma requête, elle est dispatchée vers les 3 conteneurs. Donc je peux faire aussi marche arrière.
je peux revenir juste à un seul conteneur. Et ça sera fait d'une manière automatique aussi. Donc il va scaler ça à 1. Voilà, et ma requête, elle est toujours là. Elle est traitée par un seul conteneur qui est resté actif. Donc DINH2, celui-là. Donc, on a vu la résilience, on a vu l'élasticité, la discovery, le load balancing, la scalabilité. Là, maintenant, on va voir ce qu'on appelle le zero downtime deployment. Donc, en gros, avec les microservices, on devrait être amené à faire beaucoup de mises à jour. Mais ces mises à jour-là ne devraient pas impacter ce qu'on a déjà en production. Ça ne doit pas générer une interruption de service ou un downtime. Donc, l'idée ici, c'est que je vais déployer une nouvelle mise à jour. Donc, je vais modifier le code de mon microservice. Et dans OpenShift, il va tout simplement les requêtes, il va les transférer vers le nouveau conteneur jusqu'à ce que le conteneur soit réellement démarré. Et comme ça, il n'y aura jamais de downtime. Donc, il va toujours renvoyer la requête au début au premier pod. Et qu'une fois que le deuxième pod, le deuxième conteneur, il est démarré, à ce moment-là, il va renvoyer les requêtes. Et comme ça, il ne va générer jamais du ZDD, ce qu'on appelle le zero downtime. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais juste changer la réponse du reste. Je vais rajouter ZDD awesome. Et là, je vais le redéployer en faisant Maven fabriquer deploy. Donc là, vous allez voir qu'en quoi il va détecter, c'est une mise à jour. Donc il va recréer un pod juste à côté. Et là, tout en bas, j'ai toujours ma requête qui est la réponse qui est faite par le premier conteneur. Là, il a détecté qu'il y a une mise à jour. Donc une fois que celui-là soit ready, à ce moment-là, on va voir la réponse ici qui va changer. Mais il n'y aura jamais d'interruption. Donc pour les clients, c'est transparent. Ils vont toujours recevoir la réponse sans interruption de service. Du temps, ça va prendre du temps. Voilà. Donc il y a le nouveau qui est démarré. Donc l'ancien, il l'a supprimé. Mais ici, on n'a pas vu une interruption de service. Donc directement, la requête a changé avec la réponse que j'ai changée, qui est ZDD awesome. Donc la mise à jour, elle est faite automatiquement sans interruption de service. Donc rien qu'en utilisant Fabricate et OpenShift, donc mon service, je l'ai promu tout simplement en microservice. J'ai pu l'embarquer dans un conteneur, j'ai eu de la discovery, j'ai eu du load balancing, de la scalabilité, de l'élasticité, de la résilience. Et pour les autres, c'est juste question de contrainte de temps, mais on peut les voir aussi. On peut faire du tracing, du login aussi avec Fabricate. Ça, c'est la web console de Fabricate. Donc là, j'ai le login qui est basé sur la stack Elasticsearch, donc FluentD, le Logstash et Elasticsearch et Kibana pour faire tout ce qui est login. Pour tout ce qui est messaging, on a le message broker ActiveMQ pour faire du messaging. On a Zipkin pour tout ce qui est traçabilité distribuée. Donc en gros, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton vert, et il va installer directement tout ce qu'il faut. Et mon microservice, il bénéficiera automatiquement de ce service-là, qui est par exemple la traçabilité ou du login, ou on a aussi, pour tout ce qui est authentification et sécurité, on a ce qu'on appelle le cake lock, c'est celui-là. Donc voilà, je peux bénéficier de tout ça juste avec Fabricate et OpenShift. Donc du coup, j'aurais promu
on va dire, je pourrais dire que j'ai relevé mon premier défi en faisant la promotion de mon service en microservice. Donc le deuxième défi, là tout est bon, donc on a bien testé chez nous et tout. La réflexion qu'on a directement après, oui, mais ça marche sur ton portable. Donc c'est pour ça donc il faut automatiser le projet. Et pour cela, il y a Fabriquate aussi qui a son mot à dire. Donc dans tout début de projet, on est amené à faire ce qu'on appelle l'usine à logiciel. Une usine logicielle pour pouvoir automatiser nos projets. Sauf, pour moi, je la considère comme une usine à gaz. Parce que pour mettre une usine logicielle, ça prend vraiment des mois et des mois. Avec Fabriquate, avec une seule commande qui s'appelle Go Fabricate Deploy, il va installer directement une plateforme DevOps sur OpenShift ou sur Kubernetes qui permet directement de faire tout ce qui est CI/CD. Donc c'est une commande qui s'appelle Go Fabricate Deploy. Il va installer Jenkins, Nexus, Git. Il va installer tout ce qu'il faut vraiment pour automatiser notre projet. Donc, si je reviens à mon microservice, le point d'entrée, c'est que je dois committer mon code source dans Git. Et après, je dois l'automatiser. Donc, même celle-là, il y a Fabricate qui m'offre une commande qui s'appelle Fabricate Import. Qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Elle me permet de créer un Git repository, de committer mon code source dedans, de me créer un webhook, comme ça s'il y a un changement, un update, comme ça il va lancer encore les jobs, et il va me proposer des pipelines Jenkins qui sont déjà définis. Je vais juste à les utiliser. Je vais faire la démo en premier, après je continuerai réellement ce qui est fait. Donc, je vais juste prendre une commande ici pour me placer dans le projet où j'ai installé Fabricate. Donc, j'ai déjà lancé la commande Fabricate Deploy auparavant, parce que ça prend un peu de temps. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà Fabricate qui est installé. J'ai Fabricate Forge, j'ai Jenkins qui est déjà installé, j'ai Nexus qui est déjà installé, et Gox qui est le GitHub on-premise. Donc, il a installé tout ça pour moi. Donc, j'ai juste à l'utiliser. Donc, pour mon projet, j'ai juste à faire ma vanne Fabricate Import et le tour est joué. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il a créé un Git repo pour moi. Il a commité et il a fait aussi le push de mon code dedans. Et il a déjà configuré un CD pipeline. J'ai juste à cliquer sur le lien. Donc, si je clique, j'arrive dans la console Fabricate Console. J'approuve pour tout ce qui est secret. Et après, je vais choisir un des pipelines qui sont proposés. Donc, il a déjà quelques pipelines qui sont déjà définis. Et sinon, on peut créer nous-mêmes des pipelines. Donc, on a un qui fait tout ce qui est release, stage approve and promote. On a un qui permet juste la release, un autre qui fait release and stage. Il y a un petit bug dans lui, je ne l'ai pas vu. Apparemment, il y a un nouveau commit qui est fait. Mais il y en a, c'est là qui fait canary release stage and approve. Donc, en gros, il va faire du testing, du staging, donc la qualification, et de la production. Il va le promouvoir en production. Donc, je vais lancer le job. Je le laisserai faire et je reviendrai après. Je vais voir juste si le build il est bien passé ou pas. Donc, comme vous avez vu, donc, la première étape que j'avais fait, c'était la commande Fabricate Import. Donc, il a créé le Git repo, il a créé le webhook, il a commité, il a pushé, il a tout fait. Donc, par la suite, c'était le choix des pipelines. Donc, il y avait un choix de pipeline qui était déjà proposé. On peut aussi personnaliser quelques pipelines. Donc, c'est juste fait en Groovy, c'est un fichier file, c'est un file qui s'appelle Jenkins file. Donc, on peut mettre les étapes qu'on veut, les pipelines qu'on veut. Et une fois
une fois le build il est lancé, une fois le job il est lancé, donc il va créer une branche, il va lancer les tests dessus, il va créer une branche, il va le builder, il va pusher les artefacts dans Nexus, il va créer une image dans Docker Registry, et il va déployer dans l'environnement testing. Et une fois il est déployé dans l'environnement testing, il y a mes intégrations, mes tests qui vont être lancés, et une fois c'est OK, il passe en staging. Donc là, au staging, on va essayer de faire nos tests QA, et si on est content, il y a un bouton qu'on peut proposer aux opérations de venir juste faire proceed, et ça passe en production. Donc c'est le pipeline que j'ai utilisé. On va voir si ça va marcher ou pas. Donc voilà. Donc je vois très bien ici qu'il a fait le build, il a fait les tests d'intégration, il a mis en staging, en qualif, il est déjà démarré. Et là, il me propose un bouton proceed tout en bas. Donc si je clique dessus, il va me déployer la même chose en production. Donc ce qui est pas mal dans Fabricate Console, c'est que je suis pas perdu entre toutes les vues, que ce soit Jenkins, Git ou Nexus ou autre. J'ai tout dans le même dashboard. J'ai mes environnements qui sont là. J'ai mon pipeline qui est là. Je le vois ici. J'ai la log du pipeline. Et j'ai aussi les commits qui sont faits dans mon projet. Donc je peux savoir à quel moment ce qui est fait et à quoi il correspond ce build qui était fait. Donc je peux vérifier ça par exemple. Je peux aller vers Git. Donc là je trouve mon projet qui était commité ici. Avec le Jenkins file. Donc là je trouve le Jenkins file donc, qui définit le pipeline que j'ai choisi. Pareil, donc je peux aller vers Nexus. Donc je vais voir les artefacts qui étaient buildés et il les a pushés ici, donc c'est là. Donc avec la version 1.0.1 de la branche qu'il a créée. Et je peux aller aussi dans Jenkins, donc pour voir mon build. Et là j'ai le même pipeline. Donc au lieu de naviguer à chaque fois dans chaque fenêtre pour chaque produit, j'ai tout dans le Fabricate Console, donc dans ce dashboard là. Donc, j'ai tous les éléments ici, j'ai la version commit pour laquelle il était lancé, la version que j'ai en staging, en production, le pipeline. Et si je veux monter un peu plus haut, donc je peux aller au niveau application. Donc là, j'ai une vue globale. J'ai une vue globale, donc tous les choses qui sont déployées en staging et en production, je les ai directement ici avec la version. Donc j'ai la version qui est déployé en staging. Donc je peux avoir, par rapport à ce projet-là, je peux avoir pour les autres projets et vice-versa. Donc, si je reviens... Donc là, on a vu qu'en quoi c'était un pipeline que j'avais choisi, donc qui permet de faire le testing, staging et production. Le fait qu'il a créé un webhook pour moi, donc il suffit juste que je fais une modification dans le projet et le build il sera lancé automatiquement. Donc imaginons que je vais changer juste le point.xml, je rajoute juste un tiret, quelque chose comme ça, juste pour tester. Donc si je commit, automatiquement, je devrais revenir là et je devrais trouver un nouveau build, voilà, build numéro 2, qui est déjà lancé. Donc tout est automatisé, donc j'aurais pas besoin à chaque fois d'aller moi-même dans Git pour faire la manipulation. Donc directement, il récupère le changement et il lance automatiquement le job. Donc, mon mot de fin, tout simplement, c'est que, comme vous avez pu voir, donc toutes les tâches répétitives, que ce soit la scalabilité, la résilience, des choses comme ça, donc c'est mieux de les déléguer à une plateforme qui gère ça, comme Kubernetes ou OpenShift. Et surtout, ne réinventez pas la roue, il y a Fabricate qui fait ça à votre place. Donc, il suffit juste de l'utiliser. Merci, Bouchara.